Bienvenue pour la seconde partie de notre programme à Lisbonne, la capitale du Portugal, avec toujours plus de reportages et une invitée aujourd'hui, Ana Gomes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du Parti socialiste européen. Vous êtes dans l'opposition au gouvernement de M. Coelho et vous nous avez emmené naturellement place du commerce, grande nation commerciale au 15e et 16e siècle. Le Portugal a pris son essor vraiment économique aussi en 86 avec l'entrée dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Bon, le Portugal est dans de terribles difficultés à cause de cette politique austéricide. Je dis bien austéricide parce qu'elle tue des gens, qui est imposée ici au Portugal par le gouvernement de droite, mais aussi en Europe, par une Europe qui n'a pas su apprendre les leçons de la crise et qui, au contraire, insiste sur des politiques qui sont perverses. Au début, on nous a dit dépenser, dépenser, dépenser. L'argent était facile, les banques européennes, allemandes, etc., elles étaient pleines d'argent. Elles donnaient aux banques portugaises plein d'argent pour encourager les gouvernements portugais à s'endetter, parfois dans des contrats dont on n'a même pas besoin. Et soudain, tout a changé. Madame Merkel est venue avec ces théories de la culpabilité. Ceux qui sont en difficulté sont coupables. Or, la responsabilité est répartie entre les pays du Sud qui se sont laissés endetter, mais aussi des pays du Nord qui les ont encouragés à s'endetter. Que penser du Portugais le plus célèbre à l'international, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne? Je crois que les Portugais sont déçus. Tout d'abord parce qu'il est parti. Il était Premier ministre à l'époque. Il a prétendu qu'il allait en Europe aussi pour défendre les intérêts, bien sûr, de l'Europe, mais aussi du Portugal. Mais sa commission première a d'énormes responsabilités dans ce qui nous a amenés à enfoncer dans la crise. Et c'est la dérégulation qui explique pourquoi on est dans cette crise, nous tous en Europe. Après, il a été faible. Il est là, les Portugais se disent aux ordres de Madame Merkel, et c'est pourquoi personne ne le respecte plus en Europe, y compris Madame Merkel. Les jeunes sont de plus en plus tentés par l'émigration. C'est un nouveau phénomène. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, ce sont les jeunes les plus qualifiés. On est en train de perdre cet investissement colossal qui a été fait par le Portugal, les familles portugaises, mais aussi l'Europe. Et c'est terrible que le Premier ministre les pousse à émigrer au lieu de pratiquer des politiques qui puissent sortir le Portugal de la crise et donc de trouver des emplois décents pour les Portugais. Avec plus de 40% de chômage des jeunes, le Portugal est-il en train de créer une génération perdue? Pour lui, en tout cas, de plus en plus nombreux sont ceux qui sont tentés par le vent du large. C'est traditionnellement une nation d'émigration, le Portugal, surtout pendant les 40 ans de la dictature de droite de Salazar, où beaucoup sont partis. Mais aujourd'hui, on a atteint des records semblables à ceux des années 60. On regarde pourquoi avec ce reportage signé Julie Dungeloff. Comme tous les matins depuis le début de la crise, de nombreux Portugais se pressent devant le consulat d'Angola pour obtenir un visa vers ce nouvel Eldorado du sud de l'Afrique. 156 visas délivrés en 2006, 30 000 aujourd'hui. Avec ses 14% de croissance par an, cette ancienne colonie portugaise attire de plus en plus de jeunes comme Mariana. Cette institutrice n'a pas trouvé de poste au Portugal. Ce jour-là, elle obtient enfin le visa tant attendu. Ils ont reculé l'âge de départ à la retraite, donc il y a beaucoup de profs qui ne partent pas à la retraite. Donc ceux de mon âge ne trouvent plus de travail à cause de ça. Il y a aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'enfants, et donc moins de classes. À 500 km de Lisbonne, dans le nord du Portugal, Jorge Alves ne connaît pas la crise. Ce phénomène d'émigration, c'est précisément ce qui le fait vivre. Chaque semaine, il transporte des dizaines de personnes vers la Suisse pour 140 € le voyage. Au mois 2010, moi j'ai fait un exemple 4 000 ou 5 000. Au mois 2012, moi j'ai transporté 8 000 personnes. Ça m'a monté 30% de chiffre d'affaires, de travail, ces 2 dernières années. Le nombre de Portugais s'installant en Suisse a augmenté de 20% depuis 2008. Ce jour-là, André quitte son pays pour la première fois, et probablement pour un bout de temps. Diplômé d'une formation commerciale, il vient de trouver un emploi dans la restauration. Je pars en Suisse parce que malheureusement mon pays est incapable de m'offrir les opportunités que j'espère.
Malheureusement, pour l'instant, nous traversons une période de chômage très dure et c'est pour cela que je pars tenter ma chance à l'étranger. Mariana, elle aussi quitte son pays pour la première fois. D'ici à Amsterdam et d'Amsterdam à Luanda. Dès la rentrée, son loyer sera pris en charge et elle touchera 2 000 € par mois, 3 fois plus qu'au Portugal. Je laisse derrière moi ma famille, mon coloc, mon chien, mes amis, mon copain. Je pars, mais j'ai déjà envie de revenir. Excusez-moi. Tu vas vraiment me manquer, Pedro. Mais même ton mauvais caractère va me manquer. Comme dans les années 60, ces départs divisent les familles. D'ici quelques heures, Mariana sera à 8 heures de vol de Lisbonne, dans un pays dont elle ne connaît que la langue pour l'instant. Le voyage d'André touche à sa fin. 25 heures de bus plus tard, le voilà en Suisse, chez son oncle. Il a pu compter sur la solidarité de la communauté portugaise pour trouver travail et logement. Beaucoup des autres jeunes avec lesquels j'ai étudié ont émigré. Et parmi les autres étudiants, nous étions 17. Seules 2 personnes ont trouvé du travail au Portugal. Je ne sais pas combien sont partis, mais je sais que tous ceux qui ne sont pas partis sont aujourd'hui au chômage. Son oncle, installé depuis 10 ans en Suisse, s'inquiète pour l'avenir de son pays. Notre Premier ministre, Passo Coelho lui-même, encourage les jeunes à quitter le pays. Mais lui n'émigre pas, bien sûr. Les jeunes quittent le Portugal, mais aussi les moins jeunes. En fait, aujourd'hui, ce sont les gens qualifiés qui s'en vont, des ingénieurs, des architectes, des médecins. Que va devenir ce pays dans 15 ou 20 ans? Vais-je devoir rentrer au Portugal dans l'avenir et aider à sa reconstruction? Le gouvernement a applaudi la proposition du Premier ministre Coelho d'encourager les jeunes à partir vers les pays lusophones comme le Brésil ou l'Angola. Résultat, en 2012, 120 000 Portugais se sont exilés. On se retrouve, Anna, dans le quartier très populaire et d'ailleurs très vivant d'Alfama. Le gouvernement de M. Coelho a proposé une série de privatisations pour rembourser effectivement le prêt, le plan de sauvegarde de l'Union européenne. Privatisation qui touche tous les secteurs. Oui, justement, je crois que la raison principale pourquoi il l'a proposé, et c'est d'ailleurs la politique de la Troïka, donc de l'Europe de droite qui domine, c'est parce qu'en fait, ils ont une thèse idéologique ultralibérale qui veut désarmer l'État, détruire les services publics et en fait tout privatiser. Bien sûr qu'il est nécessaire le rigueur dans les comptes publics, l'équilibre des comptes publics, personne ne le conteste au Portugal. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour la compétitivité de nos entreprises et beaucoup de services qui peuvent être dans des mains privées, mais il est capital que l'État garde des services publics d'intérêt général. Et justement au Portugal, ce gouvernement de droite avait clairement un plan de privatiser la télévision et la radio publique, de la vendre notamment à un groupe angolais qui s'est présenté comme prenant, et bien sûr qui sert des intérêts qui ne sont pas certainement l'intérêt public portugais, européen et pas non plus angolais. Nous n'avons pas pu pénétrer dans l'enceinte de la RTP, la télévision publique, mais nous avons interrogé patronat et syndicats sur le futur de cette télévision. Écoutons leurs réponses très nuancées. Nous avons passé l'année dernière des temps très difficiles, car le gouvernement avait un plan de privatisation, de vente de notre entreprise. Ce plan est en partie annulé
Mais maintenant, nous avons peur et nous voyons qu'on est en train de réduire les moyens et les effectifs pour l'accomplissement de nos tâches de service public, jusqu'à l'asphyxie. Et il y a une chose encore plus grave. Nous craignons que leur stratégie passe par une absence de stratégie pour le service public. Suite à l'affaire Drake, j'ai invité le ministre en charge du Portugal et il a dit clairement qu'il n'y aura pas une clôture de la télévision portugaise. Donc je n'ai pas peur de la privatisation parce que ça ne va pas arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'on va aboutir à une entreprise beaucoup plus efficiente. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, nous sommes en train de faire, comme tout le monde en Europe, une réduction de coûts qui est très forte. Mais disons que l'avenir, c'est bon pour le service public si nous parvenons à faire le redressement de, disons, ce que je veux dire, c'est un maigrissement de structure en même temps que nous maintenons les buts fondamentaux du service public portugais. Parmi les privatisations qui vous inquiètent, il y a aussi le secteur de l'énergie, parce que c'est vrai que le Portugal était très en avance en matière d'énergie renouvelable. On est en train de désinvestir dans un secteur qui est vraiment stratégique pour le Portugal et pour l'Europe, d'autant plus que ça nous permet de aussi balancer les comptes publics, parce que plus d'énergie verte, c'est aussi moins d'énergie non verte à importer, donc à financer par le budget public. Voilà, maintenant on vient de refondre les services de production d'électricité et les services de distribution d'électricité sous l'égide du Parti communiste chinois. Et c'est quand même un secteur stratégique de l'Union européenne qui est maintenant sous contrôle chinois. Et tout ça s'est fait sous la bénédiction de la Troïka. C'est incroyable. Vous l'avez souligné, avec son climat idéal, avec son investissement dans les éoliennes, dans l'énergie hydraulique, beaucoup de rivières aussi au Portugal. Le Portugal figurait parmi les très bons élèves de la classe européenne. Il affichait 70% d'énergie renouvelable dans le mix pour l'électricité. C'est un record, mais simplement cela risque d'être quelque peu remis en cause par la crise économique, comme nous le montre ce reportage. Le barrage d'Alqueva dans le sud du pays, construit sur le plus grand lac artificiel d'Europe. Ici, on utilise la technique du pompage-stockage, un processus novateur qui allie l'énergie de l'eau et du vent. La production électrique se fait dans la journée lorsque la consommation d'énergie est importante. L'eau actionne les turbines en passant du bassin supérieur au bassin inférieur. La nuit, au contraire, lorsque la consommation d'électricité est faible, la centrale utilise l'énergie produite par les éoliennes qui est très importante la nuit car il y a toujours plus de vent. Elle pompe alors l'eau du bassin inférieur pour la faire remonter dans le bassin supérieur. Depuis le début de l'année, les conditions météorologiques ont été extrêmement favorables aux productions hydrauliques et éoliennes. Le Portugal a atteint le chiffre record de 70% d'électricité d'origine renouvelable. Il y a encore peu de temps, la plupart de l'énergie qu'on utilisait au Portugal était importée. Les éoliennes ont été un bon moyen d'éviter une grande dépendance énergétique. Mais le plan d'austérité n'a pas épargné les champions nationaux de l'électricité. L'État a dû céder ses parts dans les entreprises REN et EDP à des groupes chinois. En fait, ça n'a pas changé grand-chose d'un point de vue stratégique. Nous ne détenions qu'environ 20% de parts dans ces entreprises. L'État n'y avait déjà pas un rôle décisif. Cet économiste est loin d'être du même avis. Conseiller auprès du précédent gouvernement socialiste, il a participé au boom des énergies vertes et regrette aujourd'hui ces privatisations. On a transféré notre savoir-faire et nos connaissances dans le domaine de l'énergie renouvelable à une puissance extérieure, à cause des difficultés économiques, mais aussi parce que cela faisait partie des plans du gouvernement actuel qui défend la privatisation comme un remède à tous les maux de ce pays. Cette privatisation a rapporté 3 milliards d'euros à l'État portugais. Et comme les autres pays du Sud, le Portugal a dû, face à la crise, augmenter de 10% les prix de son électricité.
Oui, c'est un moyen de transport très populaire auprès des touristes. Et auprès des Portugais aussi, les gens de Lisbonne. Quand j'étais petite, il y avait plein de lignes de tramway. J'espère que maintenant, on a conscience de l'importance de l'énergie propre, qu'on retourne au tramway. Et alors, là, on va où exactement? On va voir des chanteurs de fado. Je vous assure, là, il n'y a pas de crise. Et le fado, vous savez, c'est la chanson typique du Portugal. Direction le fado. Voilà. Voilà, nous sommes à Moraria, qui est un des quartiers plus populaires de Lisbonne. Moraria, ça veut dire le quartier des morts. Avec une morte célèbre. Amalia Rodrigues, qui est la plus grande chanteuse. La reine du fado du XXe siècle. Justement, mais on va en direction au Largo da Severa, qui était la grande chanteuse du 19e et qui est toujours très vivante dans l'âme des Portugais. Deixa cantar as mulheres como eu que são fadistas. Le fado, c'est la chanson incontournable au Portugal, qui datait d'ailleurs un peu des années sombres de la dictature, chanson triste, mais aujourd'hui il a repris un peu de son aura, de sa splendeur. Oui, il est chanté maintenant par des jeunes gens, de très bons poètes. Il y a vraiment un renouveau du fado. Et je crois que ça correspond à l'âme du peuple portugais. C'est bien sûr sur un air de fado que nous allons nous quitter. Anna, merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis sur les routes du Portugal. Nous nous retrouvons pour l'Europe dans tous ses États en septembre en Allemagne avec des législatives très attendues le 22 septembre. À très bientôt à tous. Somos colegas amigos, nenhum perdeu nem ganhou. Somos colegas amigos.